les cartes alternatives des États-Unis. Alors, si vous ne connaissez pas le concept, parce que en fait c'est la première vidéo que je fais sur la chaîne à ce sujet, mais c'est un concept qui dort dans mes dossiers depuis très longtemps, de revoir tout simplement, mais c'est pas le mot que je cherchais non plus, de changer les frontières de certains pays, de la France en particulier, mais je l'ai fait aussi sur les États-Unis et le Canada. Et donc, on va aborder en surface. Je pense qu'il y aura des vidéos à part, plus détaillées. Je sais pas quand est-ce que je les ferai. Mais déjà des vidéos de surface pour un aperçu. C'est pareil, ça va être une vidéo qui va être tournée sur fond noir. Comme ça, elle prendra très peu de place avec des images de temps en temps, juste pour vous décrire. Parce que c'est les images, c'est les cartes le plus important. Et la description vocale des cartes, en gros. C'est comme ça que vous comprendrez, je pense. Et donc pour les États-Unis, par exemple, parce qu'on va commencer par les États-Unis et le Canada, puisqu'il y a certaines cartes, ça inclut également le Canada. J'avais fait les États-Unis d'Amérique en français, tu vois, ça c'est le premier que j'ai fait, je sais plus quand c'était, 2021, tu vois, novembre 2021. Même novembre 2020 pour celle-là. Ah oui, j'avais commencé en 2020 même, mais j'avais terminé qu'en 2021. Ah là, j'ai même 6 2022. Mais c'est la date de modification, alors ça a pu être modifié depuis. Tu vois. Ah oui, 4 juin 2022. 18 novembre 2020. Donc entre 2020 et 2022. Tu vois, ça date de quand ça? Ah, janvier 2023. Et ça, juin 2022. Ok. Mais en gros, ça regroupe tout simplement. Si j'avais. Bon, c'est une carte toute bête, vraiment très bête, parce que j'avais pris les États des États-Unis et j'avais tout traduit en français. Et donc ça donne des fois des traductions un peu bizarres, effectivement. Mais ce qu'on remarque, c'est que en fait, c'est pas si idiot que ça, puisque aux États-Unis, il y a plein de noms de villes qui sont déjà français. Oui, oui, il y a des noms de villes aux États-Unis qui sont d'origine française, voire même qui sont littéralement un mot français, comme Détroit par exemple. Détroit, c'est bien un mot français, puisque la ville a une origine française. On a également Racine. Bon, après Racine, c'est pas une très grande ville, mais à côté de Milwaukee, dans le Wisconsin. Voilà, c'est par là Racine. On a Fond du Lac dans le Wisconsin, beaucoup dans le Wisconsin d'ailleurs. Fond du Lac. Et la ville s'appelle comme ça même en anglais. Donc c'est qu'ils ont gardé le nom français pour l'héritage. Tu vois, ils auraient très bien pu le changer pour un nom anglophone. Comme ils ont fait d'ailleurs une ville pas très loin qui s'appelle Green Bay, qui autrefois s'appelait la baie des puants. Je trouve ça drôle comme nom, forcément. Donc ils l'ont rebaptisé Baie Verte ou Green Bay, quoi. Le nom officiel c'est Green Bay. Mais d'autres d'autres noms de villes qui sont vraiment français aux États-Unis, alors il y en a plein, voire même Saint-Louis. Saint-Louis dans le Missouri, c'est pareil, souvent quand vous voyez un nom de ville avec Louis, c'est souvent un héritage colonial français, comme Louisville dans le Kentucky aussi. Saint-Louis, mais au Sénégal cette fois-ci, et Saint-Louis au Sénégal, c'était peut-être la première capitale du Sénégal d'ailleurs, à l'époque coloniale française. Beaucoup de villes coloniales ont été nommées Saint-Louis à une époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, enfin, pas que les États-Unis, mais en gros toute l'Amérique, une grande partie de l'Amérique du Nord, du Québec en gros. C'est pour ça qu'au Québec on parle français aujourd'hui d'ailleurs, c'est parce que il y a eu cet héritage. Mais pourquoi alors on parle français au Québec alors que dans le centre de l'Amérique du Nord on parle plus français justement? On va y venir un peu plus tard. Donc ça s'étendait du Québec, ça occupait une bonne partie du Canada, tout le tour des Grands Lacs en gros, et ça descend jusqu'en Louisiane. Voilà. C'était un immense territoire.
mais qui était à l'époque très peu peuplé. Et en fait, il était surtout peuplé au niveau du Québec, d'où les Français québécois, enfin les francophones québécois, et au niveau de la Louisiane, la Nouvelle-Orléans par exemple. La Nouvelle-Orléans, hein, voilà, un nom de ville typiquement français. Alors les anglophones l'appellent New Orleans, ils l'ont quand même traduit en anglais, mais ils ont gardé le Orleans, Orléans qui est devenu Orleans, donc en hommage à cette petite ville de 115 000 habitants dans le Loiret en France, connue pour sa cathédrale qui serait une des plus grandes de France d'ailleurs, et je ne le savais pas du tout puisque moi je suis de Tours, c'est pas si loin d'Orléans quand même, mais voilà. Et du coup je suis un petit peu jaloux parce que la cathédrale de Tours elle fait certes 69 mètres de haut, mais celle d'Orléans elle fait 115 mètres de haut, 114 mètres je crois, quelque chose comme ça. Bon, ça rivalisera pas avec les gratte-ciel d'Amérique du Nord, mais quand même, on peut essayer de trouver des points hauts, quoi. Euh, donc tout le centre, ouais, tout le centre de l'Amérique était français. Tout le centre de l'Amérique, c'était français, mais très peu peuplé, jusqu'en 1763, où il y a eu, pendant 7 ans, la guerre de 7 ans, qui est d'ailleurs considérée par certains comme étant la toute première guerre mondiale, entre 1756 et 1763 du coup. Et cette guerre de 7 ans, la France l'a perdue face aux Anglais, du coup elle a dû donner une partie de ses colonies aux Anglais. Voilà. Du coup, la Louisiane de son côté est donnée aux Espagnols, mais quand je dis Louisiane, c'est un territoire qui était bien plus grand que l'actuelle Louisiane, qui allait de la Louisiane en fait jusqu'au Minnesota et jusqu'au Montana de l'autre côté. Et en fait, ça englobait tout ça. C'était un territoire vraiment immense, mais très peu peuplé. Donc il y avait la Nouvelle-Orléans et il y avait peut-être déjà Saint-Louis, puisque Saint-Louis, c'est une ville d'origine française en tout cas. D'ailleurs, à côté de New York, là on n'est pas du tout en Nouvelle-France, mais à côté de New York, il y a une ville qui s'appelle la Nouvelle-Rochelle. Vous irez voir, ça existe vraiment, New Rochelle en anglais ou la Nouvelle-Rochelle. Et c'est à côté de New York, pas très loin. Voilà, c'est une ville, je crois, si je dis pas de bêtises, elle compte 75 000 habitants. Je rectifierai ça au montage si je dis des bêtises, mais il me semble qu'elle compte dans les 70-75 000 habitants. Et c'est plus ou moins une banlieue de New York qui avait été fondée par des Français, d'où le nom. Hein. Ils venaient certainement de La Rochelle en Charente-Maritime, qui elle compte aussi dans les 75 000 habitants, même presque 80 000 maintenant. Donc voilà. Donc en 1763, la France perd la Nouvelle-France au profit donc la Louisiane qu'elle donne aux Espagnols et le reste de la Nouvelle-France, donc le Canada, plus ou moins, on appelait ça déjà le Canada à l'époque, et ben elle le donne aux Anglais. Voilà. Mais beaucoup de populations francophones, enfin, il n'y avait pas énormément de monde, mais un certain nombre de francophones certainement vont résister et vont garder la langue française et ça deviendra les Québécois, plus ou moins, hein, voilà. Les Québécois, mais il n'y a pas que les Québécois qui parlent français en Amérique du Nord. On a aussi, alors c'est plus des minorités, mais les minorités acadiennes entre, bon, une partie du Québec, mais aussi surtout du Nouveau-Brunswick. Et on en retrouve certains dans l'état du Maine qui se trouve juste à côté du Nouveau-Brunswick. Donc ça se comprend, quoi. Et surtout, effectivement, les francophones de Louisiane. Les francophones de Louisiane, qu'on retrouve à peu près en Louisiane, il paraît que 3% de... Non, c'est même plus que ça, c'est 300 000 personnes. 300 000 personnes sur les 4 500 000 de la Louisiane. Donc ça représenterait, je crois, 7% de la Louisiane. Je sais plus. Je crois que c'est 7% à peu près. Et ben, ils parlent français à la maison. Enfin, en tout cas, c'est selon le recensement des États-Unis, puisque les États-Unis recensent la langue parlée à la maison par chaque personne.
Et donc, je crois que 7% des habitants de Louisiane parlent le français à la maison, mais c'est un peu en danger, il y a de moins en moins de francophones en Louisiane. Du coup, certains essayent tant bien que mal de rétablir ça, de créer des écoles bilingues, par exemple, je sais plus trop comment dire, mais de créer des écoles bilingues et de promouvoir la langue française, voilà. Il y a un chanteur, notamment un chanteur francophone de Louisiane, qui s'appelle Jourdan Thibodeau. J'ai été écouté par curiosité parce que je l'ai découvert grâce à une émission sur les francophones de Louisiane. Et donc j'ai été écouter certaines de ses chansons, voilà. Et sinon, effectivement, des francophones aux États-Unis, il y en a un petit peu partout, en très petite minorité, mais pour beaucoup, c'est des Français qui ont émigré aux États-Unis bien plus tard, en fait. Il y aurait une toute petite communauté francophone, mais grave en danger, dans le Missouri, justement, l'État où se trouve Saint-Louis. Et je crois qu'il y aurait des francophones aussi dans le Minnesota. Et peut-être un peu partout aux États-Unis, Wisconsin, Michigan, tout ça, je sais pas trop. Parce que tout ça, c'était français avant 1763, mais c'était très peu peuplé. Ça va amener à plusieurs branches. Ensuite, il y a eu, donc, l'Union américaine de libre-échange. Ça, c'est une carte que j'aime beaucoup, parce que j'avais mis en scène comme si chaque État des États-Unis et chaque province du Canada devenait indépendant. Alors, ça donnerait pas 63 pays en tout, puisque le total, ça fait 63 si on compte les 50 États des États-Unis plus les 10 provinces et 3 territoires du Canada, on obtient 63 États, provinces et territoires. Voilà, 63 entités. Et donc, en fait, j'en ai fusionné certains pour créer 39 pays en tout. 39 pays ou même 40, ça dépend comment on compte. Parce que j'en ai compté 41 en tout, mais 2 non-membres. Non-membres de quoi, on verra juste après. Parce que j'avais compté, bon, le Groenland, mais qui appartient au Danemark, mais qui est très proche du Canada, c'est pour ça. Je l'avais inclus comme s'il deviendrait indépendant, voilà. Et Hawaï, voilà. Hawaï, pour moi, c'est un État qui a décidé d'être non-membre également, parce que il est très éloigné de l'Amérique, en fait. C'est en plein milieu de l'océan Pacifique, donc voilà. Donc il n'y a plus que 39 États membres, mais membres de quoi, du coup? De l'Union américaine de libre-échange. L'équivalent d'une Union européenne, mais entre les 39 États d'Amérique du Nord. Voilà. Et je vous laisse consulter la carte. Alors il y a l'État, par exemple, de l'Alaska et Nunavut, qui récupère en fait tout le Grand Nord canadien, les 3 territoires du Grand Nord canadien. Donc le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon, plus l'Alaska. En tout, ça fait un territoire de même pas 900 000 habitants, mais pour 5 millions de kilomètres carrés, et dont un tiers des habitants se trouvent dans la seule ville Anchorage, qui en est la capitale, hein, certainement. Alors en vrai, c'est Juneau, la capitale de l'Alaska, mais moi je l'ai déplacée à Anchorage, parce que c'est vraiment une ville beaucoup plus grande. Donc voilà. Et il n'y a aucune ville aussi importante dans le Grand Nord canadien. Il y a Yellowknife. Yellowknife, ça aurait pu être une capitale, il y a 25 000 habitants, je crois, quelque chose comme ça. Et en gros, pour ça, il fallait bien créer une histoire uchronique. Vous savez ce que c'est une uchronie? Bah, c'est exactement ce que je fais avec les cartes. Et du coup, j'ai inventé la date de 1976. Pour moi, c'est en 1976 que les 50 États des États-Unis et les 13 provinces du Canada ont décidé de devenir indépendants et de fusionner entre certains. Par exemple, les 6 États qui composent la Nouvelle-Angleterre, ben, c'était logique qu'ils fusionnent ensemble pour former un pays de Nouvelle-Angleterre. Donc ça correspond au Massachusetts, le Maine, Rhode Island, le Connecticut, le Vermont et le New Hampshire. Voilà, ces 6 États-là du nord-est des États-Unis. Et ouais, en tout, on en arrive à 39 États dont l'indépendance prend effet au 1er janvier 1977. Quant à l'Union américaine de libre-échange, c'est l'idée
d'une coopération entre l'État de New York, l'Ontario et le Québec, qui en sont les 3 premiers membres lancés dès 1983. Puis, durant les années qui suivent, un certain nombre d'États vont les rejoindre, jusqu'en 1995 où la carte est quasi complète, et le seul État, donc le dernier État adhérent en 1995, c'est le Nouveau-Mexique, qui hésitait entre rejoindre l'Amérique du Nord et rejoindre le Mexique. Donc voilà. Et la carte restera presque complète jusqu'en 2017, date à laquelle l'Alaska et Nunavut les rejoint, parce que ils n'étaient pas encore membres jusque-là. Par contre, Hawaï décide de rester non membre, tout même que le Groenland, puisque le Groenland est encore un territoire danois, donc... mais en gros, on en arrive à ça. Et on peut voir sur la carte également que j'ai fusionné les 2 États du Kansas et du Missouri. Alors pourquoi? Bah à cause d'un petit problème, la ville de Kansas City. Bah oui, forcément. Hein. Donc en tout, ça fait un État d'à peu près 9 millions d'habitants si on fusionne les deux. Et Kansas City, c'est pratique, en est la plus grande ville, avec environ 650 000 habitants. Mais, nuance, en fait, il y a 2 villes qui s'appellent Kansas City. On a Kansas City au Kansas, bien sûr, qui compte 150 000 habitants. Et on a Kansas City au Missouri, qui compte 500 000 habitants. Vous voyez pas comme un petit problème? C'est bien une seule et même agglomération, mais elle est coupée en 2 entre le Kansas et le Missouri, et le centre-ville et même la ville en elle-même principale de Kansas City se trouve côté Missouri. La boulette. La boulette, la boulette. Bon, bah du coup, c'est pas grave, les vrais États-Unis ont laissé ça comme ça, mais moi j'ai pas laissé ça passer, j'ai décidé de rattacher 4 comtés du Missouri au Kansas, puisque les États-Unis sont divisés en comtés, hein, les 50 États sont divisés en quelques 3000 comtés en tout, donc voilà. Donc 4 comtés du Missouri, je les ai rattachés au Kansas, j'ai fusionné les 2 États et j'ai découpé l'État du Kansas et Missouri, je l'ai découpé en 27 départements. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'États qui sont aussi découpés en départements. Encore un héritage français, certainement. Et donc, la capitale du Kansas et Missouri, bien sûr, c'est Kansas City, mais pendant les 2 premières années d'existence de l'État, bah, ça a alterné entre Saint-Louis, Jefferson City et Topeka, ces 2 dernières étant les 2 capitales des États en question. Hein. Saint-Louis étant historiquement la plus grande ville du Missouri, mais elle a perdu beaucoup d'habitants, ce qui fait que Kansas City est passé devant. Sinon, on remarque également la Fédération de Virginie, qui comprend tous les États des États-Unis qui n'ont pas voulu devenir indépendants. Donc ce qu'il reste des États-Unis, c'est la Virginie. Et elle compte environ 44 millions d'habitants, ce qui en fait le plus peuplé des 39 États d'Amérique du Nord. Mais celui qui a le meilleur PIB, c'est la Californie, hein, qui compte juste 39 millions d'habitants. On a ensuite la République des Grands Lacs, qui compte 35 millions d'habitants et qui correspond aux 4 États autour du lac Michigan. Donc le Michigan, le Wisconsin, l'Illinois et l'Indiana, et dont la capitale est Chicago, puisque c'est la plus grande ville de cette région, et qu'elle est assez centrale finalement au milieu des 4 États, alors qu'en vrai elle n'est même pas capitale de l'Illinois, c'est Springfield la capitale. D'ailleurs, c'est bizarre, beaucoup de capitales d'État des États-Unis ne sont pas leur plus grande ville, ou des fois même pas la ville qui leur donne leur nom. Comme Kansas, on avait vu le Kansas, la capitale c'est Topeka, ça ok, puisque Topeka est elle-même plus peuplée que Kansas City au Kansas, enfin quoique je sais plus, faudrait que je vérifie, mais... la plus grande ville du Kansas, en fait, c'est Wichita qui compte presque 400 000 habitants, alors que Kansas City, côté Missouri, en compte 500 000, hein, ce que j'ai déjà dit.
Mais c'est surtout New York qui me choque parce que l'État de New York, quoi, il porte le nom New York. New York est de très loin la plus grande ville de l'État. C'est même la plus grande ville de toute l'Amérique du Nord, si on exclut le Mexique, bien sûr. Parce que sinon, ça serait plutôt Mexico, mais... Et pourtant, la capitale de l'État, c'est Albany. Je suis sûr que vous ne connaissez pas cette ville, une ville d'à peu près 100 000 habitants, située, bon, certes, un peu plus au centre géographiquement, mais quand même, quoi. Donc voilà. Pareil pour la Pennsylvanie, quand on pense à Pennsylvanie, on pense tous à Philadelphie. Sauf que non, la capitale, c'est une ville de même pas 50 000 habitants qui s'appelle Harrisburg. Non mais sérieux, Harrisburg, le village de Henry, littéralement. Enfin voilà, on a déjà passé assez de temps sur ces 39 États dont je ferai peut-être une vidéo à part, je ne sais pas. L'Union américaine de libre-échange, j'appelle ça. Et on va parler maintenant de les États-Unis de Canada et Louisiane. Alors dit comme ça peut paraître bizarre. En gros, la Nouvelle-France, je vous avais dit que une bonne partie du Canada et des États-Unis étaient français avant 1763. Et bien, si on imagine que tout ça reste français finalement, et que ils se déclarent leur indépendance, ça devient un pays indépendant qui rivaliserait avec les États-Unis anglophones, qui ne seraient certainement pas aussi puissants qu'aujourd'hui, et qui prendrait le nom de États-Unis de Virginie, certainement. J'aime bien le nom Virginie, puis en même temps, je trouve que la Virginie est assez centrale par rapport aux États-Unis de la côte Est. Et la capitale, Washington, elle se trouve à la frontière entre le Maryland et la Virginie, en fait, c'est pour ça. Plutôt du côté Maryland, mais elle fait partie d'aucun des deux États, elle fait partie du District of Columbia qui regroupe la seule ville de Washington, D.C., alors que des banlieues de Washington se trouvent du côté du Maryland et de l'autre côté du fleuve Potomac, on est en Virginie. C'est d'ailleurs en Virginie que se trouve la ville d'Arlington, qui est plus ou moins en banlieue de Washington, et Arlington, c'est là où se trouve le Pentagone. Voilà. Vous me demandez pourquoi je parle d'Arlington, ben voilà, c'est parce qu'il y a le Pentagone sur Arlington, en Virginie, donc voilà. Et on a également ouais, pas mal de villes de banlieue, je les connais pas toutes. Alors certes, oui, côté Maryland, on a la super ville de Baltimore, effectivement. Côté Virginie, on a plusieurs villes. On a Richmond, la capitale, et on a Norfolk / Virginia Beach. En fait, Virginia Beach, c'est la municipalité la plus peuplée, mais c'est plus ou moins une banlieue de Norfolk, mais qui est devenue plus peuplée que Norfolk, en fait. Donc voilà. La Virginie aussi a la particularité d'être divisée en comtés, ça ok comme tous les États des États-Unis, mais en plus des comtés, il y a des villes indépendantes qui n'appartiennent à aucun comté. Il y en a 39 en Virginie sur les 43 que comptent les États-Unis. Sinon, il y a la Virginie occidentale qui s'est séparée de la Virginie pendant la guerre de sécession en 1863, si je dis pas de bêtises, et dont la capitale est Charleston. Donc, revenons à notre Amérique française, donc si tu veux, on imagine que la Nouvelle-France deviendrait indépendante en 1794, profitant de la Révolution française et un peu de la guerre d'indépendance des États-Unis qui a eu lieu quelques années plus tôt. Les États-Unis de Virginie, du coup on va les appeler comme ça, ont pris leur indépendance donc en 1776. Ensuite, certes, le territoire est très peu peuplé de la Nouvelle-France, qui choisit d'ailleurs le nom Canada et Louisiane, les deux entités vraiment voilà, les deux entités du pays, quoi. Et à partir de, ouais, à peu près par là, on divise le pays en trois zones qui sont immenses mais très peu peuplées. Il y a très peu de villes, mais ça va bientôt changer. À partir du 19e siècle, le pays va faire des efforts pour se peupler. Il va y avoir une forte immigration.
et des villes qui vont croître d'une façon démentielle, comme Chicago par exemple. Ouais, Chicago est fondée en partie, enfin, en quelque sorte fondée en 1833, et la ville va énormément se développer, puisqu'en 1880, donc à peine 50 ans après, elle compte déjà 1 million d'habitants. D'autres villes vont se développer, comme Détroit, la capitale de l'automobile, ou encore Cleveland par exemple, qui va s'appeler Cleveland, écrit vraiment comme en français, quoi. Enfin c'est la catastrophe, mais fallait bien des noms bien français. Alors il y en a, j'ai pas trop eu le choix, et puis de toute façon, même au Québec, il y a des noms de villes anglophones comme Sherbrooke par exemple. Sherbrooke, ça sonne très anglophone comme nom de ville, et pourtant c'est au Québec et on y parle majoritairement français, donc... Mais imaginons que l'Amérique arrive quand même à se peupler et reste francophone, et donc la capitale, ça va se poser la question, hein, quelle ville devient capitale? Est-ce que c'est Québec ou est-ce que c'est la Nouvelle-Orléans? À ce moment-là, c'est à peu près les deux seules villes importantes de l'immense pays. Alors, ils vont choisir par défaut la Nouvelle-Orléans, enfin d'abord Québec, qui devient capitale en 1794 lors de l'indépendance. Puis ensuite, c'est déplacé à la Nouvelle-Orléans. Puis ça va être un peu en alternance jusqu'en 1814. En fait, les deux villes sont conjointement chefs-lieux. En 1814, on choisit Saint-Louis. Alors attends que je cherche parce que je veux être sûr d'un truc qu'à Saint-Louis il y ait assez de monde. Donc voilà, la ville est fondée en 1764, ok. Et il n'y a que 300 000 habitants. Vous allez voir que Saint-Louis, c'est comme Détroit d'ailleurs, une ville qui a énormément perdu d'habitants. Elle a compté jusqu'à 800 000 habitants dans les années... Alors fais voir. Ah non, il n'y avait que 1600 habitants en 1810. Bon bah tant pis, mais... Bon, on peut imaginer que Saint-Louis devient brièvement capitale quand même. Et reste capitale jusqu'en 1873 à peu près. En 1873, c'est Détroit qui prend le relais comme capitale. Et en 1880, c'est Chicago qui devient la capitale et également plus grande ville. Donc tu vois, Saint-Louis, il y a eu jusqu'à 856 000 habitants en 1950. Et aujourd'hui, ils sont plus que 301 000 au recensement de 2020. Et les estimations de 2023 disent même 281 000. Donc c'est quand même une ville qui a énormément perdu d'habitants. Et Saint-Louis, tout comme Détroit, c'est aujourd'hui considéré comme les deux villes les plus dangereuses des États-Unis d'ailleurs. Ah oui, en 1803, il n'y avait que 1000 habitants à Saint-Louis. Ah ouais. Autour de 1815, la population est d'environ 2000 à 2500 habitants. Et en 1820, elle atteint 4000 habitants, c'est ça, presque 5000. En 1830, 5000 habitants. Et en 1840, elle compte 16 000 habitants. En 1850, elle compte 77 000 habitants. Ça, c'est en 10 ans. Il n'y a que 10 ans entre chaque recensement. Et en 1860, elle compte 160 000 habitants. Puis 300 000 en 1870. Bon, après, ça va augmenter de façon un peu plus modérée, jusqu'à un pic de population en 1930 avec 800 000 habitants. Et en 1900, c'était la 4e ville des États-Unis aussi, j'avais vu. Avec 575 000 habitants, c'était la 4e ville des États-Unis. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait plus d'habitants qu'aujourd'hui à Saint-Louis. Et même en 1870, il y avait plus d'habitants qu'aujourd'hui. C'est fou quand même. Puis, la population va stagner autour des 800 000 habitants jusqu'en 1950, où là, elle va décroître de façon spectaculaire, un peu comme Détroit d'ailleurs, exactement comme Détroit, pour ne compter plus que 300 000 habitants aujourd'hui. Mais je crois que la Nouvelle-Orléans a aussi perdu des habitants. Mais elle en a beaucoup perdu suite à l'ouragan Katrina de 2005, je crois. La Nouvelle-Orléans, fais voir. Aujourd'hui, il y a 383 000 habitants. Et, il y en a eu jusqu'à 600 000, effectivement. En 1960, il y a eu jusqu'à plus de 600 000 habitants. 627 000 exactement. Et puis après, ça
perdu des habitants. Et surtout, en fait, ouais, c'est ça, entre 2000 et 2010, à cause de l'ouragan Katrina, la population est passée de 484 000 habitants à 343 000 habitants. Et en 2020, c'est remonté un peu, ils sont 383 000. Mais... Alors, la Nouvelle-Orléans, il y avait 17 000 habitants en 1810 quand même, 27 000 en 1820, 46 000 en 1830, 100 000, plus de 100 000 en 1840, 102 000 pour être exact, puis 116 000 en 1850, 168 000 en 1860, etc. Voilà, elle a grandi doucement mais sûrement, jusqu'à atteindre un pic à 627 000 habitants en 1960. Ouais, c'est une ville qui est exposée aux ouragans, la Nouvelle-Orléans, en fait. Et on la surnomme effectivement Crescent City, littéralement la ville croissant. Non pas en référence à son origine française, mais à sa forme, en fait. La Nouvelle-Orléans, elle est établie sur un méandre du Mississippi en forme de croissant, effectivement. Donc voilà. C'est la ville croissant. Et oui, en 1860, lors de la guerre de sécession, c'était la 6e ville des États-Unis, la Nouvelle-Orléans. Elle comptait 169 000 habitants et c'était la seule ville des États du Sud, des États sécessionnistes, de plus de 100 000 habitants. Ah tiens, ouais, bienvenue en Louisiane, c'est écrit en français. Ah oui, tu vois, il y a quelques gratte-ciel à la Nouvelle-Orléans. Il y a 24 gratte-ciel de plus de 100 mètres, c'est ça? De plus de combien de mètres? Je pense que c'est ça. Dont le plus haut, c'est Hancock Whitney Center, construit en 1972 quand même, avec 212 mètres de haut. Voilà, il dit 221, faudrait savoir, mais... Donc ouais, je pense que la Nouvelle-Orléans, ça va rester capitale longtemps finalement, peut-être même jusqu'en 1840. Je sais plus. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Parce que Détroit et Chicago, c'était relativement peu peuplé, voire même les villes n'existaient pas encore. Et Saint-Louis, il n'y avait que 1000 habitants dans les années 1810 alors. Ah oui, il y a les créoles de Louisiane aussi. Pareil, c'est une langue un peu en voie de disparition, le créole de Louisiane, mais ça existe vraiment. Et c'est pas la même chose que le français de Louisiane. Le créole de Louisiane, c'est tout autre chose, alors certes basé sur le français de Louisiane, mais c'est un créole, quoi. Donc, comme le créole de la Réunion ou de la Guadeloupe, par exemple, ou de Haïti. Le créole haïtien, ouais, c'est le créole le plus connu, je pense. Ah oui, la Louisiane, elle est divisée en 64 paroisses. Bon, ok, je vous reprends juste après, parce que là, je ne sais plus quoi dire, donc je vais faire une pause et je vous reprends juste après. Donc on en était où? On en était à la Louisiane et quelque chose comme ça, je crois. Mais on était surtout à l'histoire. Donc on va avancer l'histoire rapide. Ça y est, je commence à en avoir marre et le montage, ça va être à nouveau une galère alors que j'ai que 4 jours. 3 jours même. Et donc on va avancer l'histoire. On est en 1869 à présent. Et donc toute la partie qui est en vert foncé sur la carte là va faire sécession plus ou moins, va devenir indépendante et devenir la République de Cascadie. Donc ça regroupe les 3 États américains de l'Oregon, du Washington et de l'Idaho, plus la Colombie-Britannique, où se trouve Vancouver, qui sera certainement la capitale de ce nouvel État, l'Alaska, et puis les 3 territoires du Grand Nord canadien. Et les frontières sont affinées et clairement définies en 1927. En 1976 est écrite une nouvelle constitution qui est celle en vigueur aujourd'hui. Et en 2022, les 25 États sont à leur tour divisés en 195 départements que voici. Je vous mets également la carte avec les villes principales. Et donc le drapeau qui est celui-ci, donc basé sur le drapeau du Québec aux 4 fleurs de lys. Sauf que là, on y met 25 fleurs de lys dans un coin, sur le modèle des États américains, et pour les 25 États du coup du Canada et Louisiane. Voilà, j'ai pas encore compté combien il y avait d'habitants, et je ne le sais pas encore, et je sais pas si je le saurai
d'ici que je fasse le montage et que je sorte la vidéo le 15 novembre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a probablement plus de 100 millions d'habitants en tout. Je sais pas combien, entre 100 et 150 millions d'habitants, je pense, aujourd'hui. Quelque chose comme ça. Et donc la capitale est Chicago, mais depuis les années 60, Chicago perd des habitants. Alors Toronto est passé devant, mais aujourd'hui c'est kiff-kiff, il y a à peu près 2 700 000 habitants dans les deux villes. Mais Toronto est légèrement plus peuplé que Chicago. Après, Chicago reste quand même la capitale historique et enfin historiquement la ville la plus importante, bien qu'elle n'ait que 200 ans. C'est une ville hyper récente en fait. Le drapeau. Ah, je peux faire aussi la carte des diocèses d'ailleurs, puisque j'avais vu la carte des diocèses aux États-Unis, des provinces religieuses, des provinces ecclésiastiques, je crois qu'on appelle ça. Et donc, j'avais vu celle des États-Unis, il reste plus qu'à trouver celle du Canada. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je pense. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. C'est quand même très long déjà pour une vidéo de surface, donc j'ose à peine imaginer chaque vidéo, si je dois la tourner, qu'elle doit être hyper longue. Donc je te garantis absolument pas qu'elle sorte, mais au moins j'aurais fait une vidéo de surface sur des cartes alternatives des États-Unis et du Canada. Et la semaine prochaine, dans 7 jours exactement, je ferai la même chose avec la France et l'Europe occidentale. Puisqu'il y en a une qui regroupe en gros toute l'Espagne, le Portugal, la France et l'Italie, sous une sorte d'empire romain latin catholique, en gros. Allez, je vous dis à plus et on se retrouve du coup la semaine prochaine, donc le 22 novembre. Ah oui, et je sais plus si je vous avais parlé de la nouvelle Lilianie. Bon, en gros, la Lilianie, c'est... Bon, faut déjà savoir ce que c'est, hein. C'est un pays... c'est une fantaisie déjà que j'avais créée. En gros, ça regroupe... en gros, ça se trouve en grande partie dans les Pyrénées, entre l'Espagne et la France, et autour de l'Andorre, plus ou moins, voire même l'Andorre en fait partie. L'Andorre, c'est le centre de la Lilianie, c'est de là que tout est parti, en fait. Pour moi, c'est de là que tout est parti. Je voyais sur des cartes, je voyais ce tout petit bout de territoire là qui s'appelle Andorre, coincé entre la France et l'Espagne. Je me suis dit, bah, je vais créer un truc. Enfin, pour moi, ça sera la Lilianie. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça. Et donc voilà, c'est parti de là. Du coup, j'essaye de créer un territoire cohérent à peu près dedans et autour de l'Andorre. Et on y parlerait le lilian, qui est une langue que j'ai plus ou moins inventée entre l'espagnol et le français, mais qui ressemble pas du tout au catalan et à l'occitan qui sont réellement parlés dans cette région. Le catalan et l'occitan, c'est deux langues qui sont assez proches d'ailleurs, hein. Les deux veulent pas de l'autre, mais enfin, un catalan va te dire qu'il est pas occitan, donc mais pourtant c'est deux langues qui se ressemblent beaucoup. C'est deux langues qui sont très proches. Et moi j'avais inventé le lilian qui est plus sur la base de l'espagnol en fait. De l'espagnol mais avec l'influence des mots français. Donc une langue avec des O et des A, alors que le catalan c'est plus, les mots se terminent plus par des consonnes, tu vois. Et donc j'avais imaginé, il y a même pas quelques semaines, enfin en même temps, voire ouais quelques jours même, il y a quelques jours d'ici que je fasse le montage, j'avais enregistré, j'avais créé une carte de la nouvelle Lilianie, voilà, qui serait en Amérique du Nord, qui serait composée d'une partie de la Nouvelle-Angleterre, d'une partie du Québec, et puis des 3 États du Michigan, Wisconsin et Minnesota. Pourquoi pas, après tout, fantaisie sur fantaisie, hein, on peut tout se permettre maintenant sur les cartes. Bah, sauf toucher à des régions sensibles, hein, j'en parlerai pas pour l'instant. J'ai pas envie de toucher à des régions sensibles, donc. Mais entre les États-Unis et le Canada, ça passe assez bien. Sauf s'il y a Trump, mais je vais vous faire une confidence. J'ai bien envie d'aller au Canada et aux États-Unis, mais de toute façon, j'irai pas tant qu'il y aura Trump. Voilà. C'est comme ça, c'est clair, donc jusqu'en 2029, si d'ici là il fait pas un coup d'État pour prendre le pouvoir à vie, j'espère pas, mais
Normalement, ils peuvent, aux États-Unis, je crois que c'est comme en France, ils peuvent faire que 2 mandats, les présidents. Depuis Franklin Roosevelt, qui lui a fait 3 mandats et le début d'un 4e, après Roosevelt, du coup, ils ont dû voter une loi pour que les présidents puissent faire que 2 mandats, parce que sinon, ça faisait trop longtemps, ça faisait trop d'influence, je pense, et du coup, on laisserait pas plus de 2 mandats à quelqu'un comme Trump, par exemple. Roosevelt, je veux bien, mais Trump, on lui laisserait pas plus de 2 mandats, je pense. C'est fini pour la partie polémique. De toute façon, elle sera tout à la fin de la vidéo, donc je suis pas sûr que grand monde regardera. Mais vous pouvez au moins regarder les cartes, parce que je me suis fait chier à faire des belles cartes comme ça, donc écoute, je pense que ça vaut quand même un peu d'attention, non? Bon, si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez-moi en commentaire Vive l'Amérique francophone. Je vais pas me faire des amis avec cette phrase, mais bon. Et puis si vous êtes québécois, surtout faites-le moi savoir. Enfin, si vous êtes québécois ou même encore moins probable si vous êtes francophone de Louisiane. Je sais que je suis regardé peut-être un peu depuis le Québec. Depuis la Louisiane francophone, ça m'étonnerait, mais c'est possible aussi, écoute. J'ai pu peut-être être regardé depuis les États-Unis, j'en sais rien. Je suis regardé principalement depuis la France et la Belgique, sinon. Mais j'ai un truc spécial pour vous, les Français et les Belges, et ça arrivera la semaine prochaine, normalement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça n'a pas été trop long. Mais l'avantage, c'est que cette vidéo, même si elle est très longue, elle prendra pas beaucoup de place, puisque vu que c'est sur fond noir, qu'il y a que quelques images comme illustration, ça c'est les vidéos qui prennent le moins de place. Donc voilà. Allez, à bientôt. À la semaine prochaine donc pour les cartes alternatives de France et d'Europe occidentale. À bientôt.